Alors écoute, tu vois, tu avais préparé un petit plan Tout à où fait. pour cette thématique, tu proposais de passer par les différentes classes, hein, maternelle, primaire, collège, lycée. Et je pense que c'est une bonne idée en effet parce que ça va directement parler aux gens selon la classe dans laquelle l'enfant est. Je vais te laisser parler de tout ça. Et après, moi, je vais exposer plutôt ce qu'est la partie plutôt psychiatrique. Mais tu es un Ça excellent te dirait? présentateur. Ça te Ouais, dirait? Ouais, j'aime ça bien. me dirait. Alors vas-y, cher Gabriel Rafi, veuillez nous présenter dans ce symposium mot nouveau ce que vous... Ah, t'as ton petit Alors, post-it. selon moi, donc Selon toi. puisqu'on parle de rentrée scolaire, on va faire les choses étape par étape. Évidemment, la rentrée scolaire n'est pas la même si votre enfant est en maternelle, en primaire, au collège ou au lycée. Donc, on va faire petit à petit. Donc, par exemple, pour les enfants qui sont en maternelle. Maternelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, donc là, les enfants vont être confrontés à la fameuse séparation bah, je laisse mon enfant à l'école qui est dans un lieu nouveau, avec des inconnus, avec d'autres enfants qui sont également inconnus, et ça peut être bah, la plupart du temps assez stressant pour les enfants. On le voit tout de suite hein, à la rentrée, il y a des enfants qui vont mettre je ne sais pas combien de temps à se remettre finalement en fait de cette phase-là, où donc il faut absolument passer beaucoup de temps à les rassurer en début de journée. Puis il y a certains enfants qui en fait assez rapidement, assez facilement vont tout de suite se saisir de ce que l'école peut offrir. Donc en gros il y a toujours les coins jeux par exemple dans la classe. Pour les un peu plus grands, il va y avoir aussi des livres avec des images. Donc en fait, ils vont aller un petit peu regarder, puis ils vont aller essayer de discuter avec les autres enfants. Ils vont essayer de jouer avec les autres enfants. Donc là, tout de suite, en fait, dès la petite section de maternelle, on voit les enfants qui vont être plus à l'aise au niveau social et d'autres enfants qui vont vraiment avoir du mal. Alors, lorsqu'ils ont du mal, il y a normalement deux façons de réagir. Il y a soit les enfants qui partent sur des crises de pleurs, de colère, je veux absolument pas. Et enfin, il les verbalise pas, hein, mais bon, il crie et il pleure. Puis tu as d'autres enfants aussi qui finalement vont s'isoler. Donc en fait, ils vont rester Plus dans leur introverti. coin, Ouais. beaucoup plus introvertis et qui auront donc du coup par définition en fait du mal à aller vers les autres. Là, normalement, les institutrices font le nécessaire pour essayer de voilà d'amener les enfants à aller vers les autres. Mais bon, du coup, donc il y a forcément cette fameuse phase donc de séparation avec les parents. La plupart du temps, hein, ce qu'on peut conseiller aux parents, c'est bah, évidemment en fait, c'est qu'on va rassurer. Il faut verbaliser. C'est pas parce que l'enfant lui a du mal à verbaliser que l'adulte ne doit pas verbaliser. On le sait tous, hein, donc les enfants ont de plus grandes capacités de compréhension que d'expression, ça va de soi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter en fait à dire les choses. Il faut donner des mots, il faut expliquer avec des mots simples. Si même vous pouvez en fait carrément il y a certaines écoles justement en fait qui permettent ça aux parents. Il y a des parents qui vraiment accompagnent jusque dans la classe. L'enfant reste un tout petit peu. On peut le faire, c'est pas grave. Chaque enfant en fait évolue à son propre rythme. Il y a pas de normes entre guillemets où il faut absolument qu'au bout de 2 jours ou 3 jours, l'enfant il ne soit plus touché par la séparation pendant la journée avec ses parents. Si ça dure une semaine, si ça dure 10 jours, si ça dure un mois, c'est pas grave, on dédramatise. Il faut aussi se mettre à la place de l'enfant. C'est un lieu nouveau avec des personnes qui sont pour le moment inconnues. Donc il faut accepter que l'adaptation, forcément, ça prend du temps. Est-ce que je peux rebondir un peu là-dessus? Bien sûr, rebondir Et je sur tout pense ce que qu'en tu veux. fait, cette angoisse de séparation, cet arrachement, quand ça dure un jour ou deux, ça va, quand ça dure une semaine, ça va, quand ça dure plusieurs semaines de suite, ce qui est bien, c'est toujours un très bon indicateur parfois de ce que tu vas avoir arrivé 10 ans après. C'est-à-dire l'enfant hypersensible qui devient un ado hypersensible, ou des tempéraments un peu comme ça dépressifs qui vont... Parce qu'en fait, tout ce qu'on voit dans l'enfance, ça évolue sur 15 ans. Ouais. Tu vois? Et l'enfant hyper extraverti, généralement, il n'aura pas trop de problème à l'adolescence. L'enfant très inhibé comme ça, qui a des angoisses de séparation, tu vas avoir des trucs, pas chez tous les enfants, mais chez certains, quand ils arrivent à 15 16 ans, les parents décrivent que c'était horrible la rentrée scolaire. Donc c'est un bon indicateur parfois à investiguer. Maintenant, il y a des trucs très basiques aussi qu'on fait, c'est de me compter sur les doigts en disant regarde, tu vois là, regarde, bah là tu vas voir ta prof, regarde, puis sur mon doigt. Puis juste après tu vas manger, c'est super. Puis regarde, après troisième doigt, tu as les cours. Et regarde, quand tu penseras à ton quatrième doigt, on sera déjà ensemble. Et le gamin visuellement, c'est pas 8 heures, c'est cette histoire de doigts, ça marche vachement bien. Carrément. Et l'autre truc aussi, c'est qu'il y a toute la notion ultra basique, c'est que quand le gamin, on le prend dans les bras, il pleure dans les bras, et on dit je sais que c'est dur pour toi, beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension, ce que comprend le cerveau d'un enfant, c'est avant tout l'étreinte. Et quand on le prend dans les bras, on le laisse pleurer, on le caresse, on dit je sais que c'est très dur pour toi, ça va aller, tu es très courageux, moi aussi c'était difficile pour moi, moi aussi tu vas me manquer,
on comprend l'émotion verbalement et on la reçoit physiquement. Ça, c'est important. Mais on peut aussi lui prêter un genre de doudou ou d'objet magique qui dit, tu vois, cet objet, c'est moi, je le pose là, tu vas le garder à côté de toi dans ta main et jusqu'à ce soir, tu me le rendras. Et il y a plein de petites combines comme ça. C'est ça en fait, c'est que, alors si on peut permettre, ça c'est encore, ça c'est génial, c'est qu'en gros en fait si on peut faire en sorte que l'enfant comprenne que finalement ce qu'il a à la maison, il peut aussi par exemple le retrouver à l'école. Typiquement justement là les jouets c'est excellent. Le fait de passer par du support visuel c'est excellent aussi. Ça généralement dans les classes, tu sais, ils ont hein, des images sur là c'est le temps de jeu. Après, enfin, tu vois, ils arrivent, ils mettent leur prénom dans l'endroit où, en gros, c'est pour dire qu'ils sont présents. Ils ont un temps jeu, puis après ils ont un temps classe, puis après il y a la récréation, puis après il y a les activités sportives, ensuite il y a la cantine. Ça, en fait, ils l'ont, quitte à ce que, par exemple, les parents reproduisent exactement en fait la même chose à la maison, comme ça l'enfant en fait est moins perdu. On valorise aussi l'enfant, parce que bah, l'enfant, voilà, il grandit, parce que bah, à 3 ans, c'est plus le même que lorsqu'il avait 2 ans, à 5 ans, c'est plus le même que lorsqu'il avait 3 ans. Donc il faut aussi le valoriser en lui disant ah mais attends mais ça c'est génial, maintenant tu vois t'es un grand, on va justement aller faire les courses là, pour les fournitures scolaires, tu peux par exemple prendre je sais pas moi un petit sac pour apporter ton goûter à l'école, ce genre de choses. Donc voilà, on valorise l'enfant. Et par rapport à ce qui est de rassurer l'enfant, je pense hein, que par contre il ne faut pas non plus surprotéger Ouais, tout à fait. l'enfant. Parce que parfois, il y a certains parents qui peut-être, parce que eux-mêmes hein, vont être assez anxieux, ça peut arriver, soit parce que bon, voilà, ils savent pas ce qui pourrait arriver à l'enfant, ça arrive aussi, ou alors ils appréhendent comment l'enfant lui va vivre les choses, et du coup en fait ils vont être anxieux par rapport à ça, donc ils vont vraiment anticiper l'éventuel stress de l'enfant, on va dire ça comme ça. Et ben en fait en gros ils vont passer ça en fait à l'enfant, c'est à dire que l'enfant de base bah voilà il présentait peut-être une anxiété assez normale hein, Et pour puis l'angoisse des parents augmente l'angoisse de l'enfant. bah c'est ça en fait, c'est que du coup à force en fait de montrer que peut-être il peut se passer quelque chose, l'enfant lui-même en fait bah il va pas du tout se calmer parce qu'il va se dire mais mince pourquoi par exemple là maman elle est en train de pleurer, pourquoi là papa il se retourne 10 fois C'est avant pour ça de que me c'est dire au revoir. intéressant à ce moment-là d'avoir aussi rendez-vous avec le pédiatre pour simplement comprendre la configuration. Est-ce que c'est un enfant qui en effet est renforcé par ses parents? Est-ce que c'est un enfant qui a tellement été habitué à être collé que c'est un peu dur pour lui? Est-ce que c'est un enfant qui est un peu angoissé? Au moins resituer, comprendre le profil Oui. du gamin pour avoir une stratégie adaptée. Parce que comme souvent on le dit dans le NeuroLive, un problème, il y a je sais pas combien de portes d'entrée. C'est ça. Donc il y aura plus 8 recettes magiques qu'une seule. Maintenant, voilà, on privilégie toujours, alors ça après pour le coup, peu importe l'âge de l'enfant, on privilégie la communication avec l'enseignante, avec le directeur d'établissement, parce que c'est toujours intéressant en fait de voir, effectivement, comme tu l'as dit Vincent, comment se comporte l'enfant, comment l'enfant arrive en fait à s'adapter à ce nouvel environnement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui finalement, en fait, dès le plus jeune âge, peuvent être mis en avant. Au niveau du comportement, au niveau des capacités cognitives, au niveau de la gestion émotionnelle. Est-ce que voilà l'enfant finalement se développe dans la norme ou pas? Et donc ça peut, enfin c'est un excellent indicateur le fait d'avoir le feedback, le retour de l'enseignante dès la maternelle. On continue avec primaire. Vas-y, continue. Allez, on fait avec Bah non, primaire t'as pas maintenant. fini la maternelle. J'ai dit valoriser comportement. Ah bah c'est parfait. Comportement, bah ouais, j'ai dit. Et veuillez continuer s'il vous plaît Je- sur la suite de votre post-it. Non, Et comme je présente mal. ouais, une dizaine de feuilles à 4. Primaire. Primaire, généralement, ça rime avec quoi? Ça rime avec bah, le cadre. Parce qu'en fait, l'enfant, jusqu'à maintenant, bah, voilà, il pouvait se déplacer un petit peu plus facilement. Il n'y avait pas forcément besoin de lever la main pour prendre la parole. Donc, primaire égale, bah, il va falloir rester assis maintenant Apprentissage plus des longtemps. règles. Apprentissage des règles. Il va falloir rester assis plus longuement pendant le cours. Il y a du coup plusieurs matières. On va avoir des cahiers. Forcément, au niveau de la difficulté des apprentissages, bah oui, ça c'est plus difficile parce que bah, CP égale lecture, écriture et égale aussi devoir. Donc le fait que l'enfant puisse comprendre que bah il y a le temps passé à l'école et puis finalement il y a aussi du coup maintenant les devoirs à faire à la maison. Alors du coup primaire égale sieste, maternelle égale sieste. Ah oui, on faisait la sieste. En Et maternelle, ouais, je me rappelle. qu'est-ce que c'était bien. Mais bon, après à voir. Peut-être qu'on parlera aussi après des profils atypiques, des enfants à besoins spécifiques, qui là pour le coup, voilà, c'est plus difficile de s'adapter à ce que l'école ordinaire pourrait proposer. Donc il y a tout ça. Alors,
moi là c'est pareil. Du coup, je pars du principe qu'en fait il faut faire expliquer à il faut expliquer à l'enfant que bah, c'est bravo en fait. Il grandit, donc c'est parce qu'il grandit que justement il a on va le prendre pour quelqu'un de plus grand, on va plus être à son écoute, on va faire attention à ce qu'il veut, donc on va continuer en fait finalement de le valoriser, peut-être même aussi en fait de le responsabiliser en lui faisant comprendre que bah voilà, parce que justement là il est passé et tout en primaire, qu'il est plus avec les petits de maternelle, qu'aujourd'hui on peut peut-être lui confier certaines choses, certaines tâches. Et ça, franchement, peu importe en fait comment ça se passe à l'école, que ça se passe bien ou pas bien finalement en fait en classe, à partir du moment où vous à la maison vous responsabilisez votre enfant, quoi qu'il en soit en fait normalement c'est positif parce que si par exemple il est pas enfin il est en échec en classe, au moins si à la maison il arrive à faire ce qu'on attend de lui, bah à la fin de la journée il se dit voilà, au moins en fait là papa maman et tout sont fiers de moi parce que j'ai réussi à faire certaines choses. Et ça pourrait être aussi un excellent argument parce que le jour où en fait il viendra vers vous en disant mais je suis nul, je suis pas bon en maths, je suis pas bon en français, j'ai que des zéros en dictée, bah là au moins les parents pourront dire ok, on va peut-être du coup travailler ça, mais regarde, toi t'as un enfant, on te fait confiance, si tu participes à la cuisine, tu débarrasses la table, tu t'occupes de mille et une choses, tu aides maman, tu aides papa, tu aides le petit frère, la petite sœur. Donc tout ça en fait finalement c'est positif. Autre chose aussi qu'on voit finalement aussi en primaire, bah là c'est pour le coup c'est de façon un peu plus accentuée, mais c'est les copains. C'est est-ce que du coup l'enfant arrive ou pas facilement à aller vers les autres. Parce que, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, en maternelle, sauf si l'enfant vraiment a de grosses difficultés au niveau interaction sociale et l'enfant vraiment en fait a une tendance à s'isoler, généralement en maternelle, tout le monde va vers tout le monde. C'est-à-dire que la différence, on la voit même pas ou même limite en fait on est attiré par la différence, on va vers celui qui est plus en difficulté, on va vers celui qu'on sent que bon voilà c'est pas forcément évident pour lui. En primaire c'est différent. En primaire on va très bien du coup cerner qu'il peut y avoir en fait une entre guillemets une différence chez un enfant ou en tout cas une difficulté. C'est pas pour autant qu'on va être méchant, mais c'est simplement qu'on va se dire ça me regarde pas. Je sais qu'il y a un tel ou une telle qui présente tel profil, par exemple dans la classe. C'est juste que voilà, je vais pas jouer avec elle ou je vais pas jouer avec lui forcément pendant la récréation. Donc c'est là aussi où finalement il faudrait voir chacun, voilà, chaque enfant comment il est fait pour essayer d'avoir des amis. Autre chose aussi, c'est que tu sais, t'as beaucoup de parents qui veulent absolument que l'enfant ait plein d'amis. Tu vois, ça revient tout souvent Il n'a pas assez d'amis. il n'a pas assez d'amis. Ou par exemple, et ça par exemple ils le disent aussi, tu vois, devant l'enfant, il est jamais invité à des anniversaires, voilà. Ou par exemple il veut faire des anniversaires mais il sait pas qui est invité. C'est pas une obligation hein, d'avoir des amis. Il y a la fameuse phrase de il vaut mieux avoir un très bon ami que 1000 faux amis ou des amis, je sais pas comment on peut dire, De piètre qualité. de piètre qualité. C'est lourd. C'est magnifique. Mais quoi qu'il en soit, est-ce que l'enfant parvient ou pas en fait à se faire des amis, c'est autre chose. Est-ce que l'enfant en fait présente les bonnes capacités au niveau interaction sociale pour aller vers les autres. C'est indépendant de après derrière est-ce qu'il a ou pas des amis. On peut très bien en fait avoir d'excellentes capacités au niveau interaction sociale, mais ne pas avoir d'amis par exemple parce que bah il y a personne d'intéressant dans la classe. Ça arrive. Ça arrive même assez souvent, hein. Beaucoup d'enfants au potentiel vont pas forcément Ben voilà. avoir des amis dans la classe parce que tous les enfants parlent que de Pokémon et de foot. Et l'enfant au potentiel, lui, il préfère parler de politique, de dinosaures. C'est que là, on est déjà au moment où certains problèmes vont émerger au niveau Oui, du primaire, qui vont être beaucoup plus flagrants au collège, mais qui vont à minima être déjà repérables oui, au primaire. oui. Ouais. C'est-à-dire les 10 au potentiel, TDAH, et la majorité des troubles psy. C'est pour ça que c'est vraiment important de toujours garder en fait une bonne qualité de communication avec l'enseignant parce qu'effectivement s'il y a bien une personne qui va pouvoir vous alerter sur d'éventuelles difficultés au niveau des apprentissages et même finalement en fait au niveau du comportement de manière générale, ça sera l'école en fait, ça sera le corps enseignant. Si l'enfant présente éventuellement un trouble des apprentissages, donc les fameux 10, dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, dysgraphie, dysphasie, je ne sais même plus lequel j'ai dit.
bah, du coup, ça, c'est forcément l'enseignante qui pourra alerter les parents et qui pourra après, derrière, inviter les parents à éventuellement prendre rendez-vous auprès de tel ou tel professionnel. Mais ça, on avait déjà fait en fait Ouais, un tout Eurolive à fait. sur ça. Donc ça, pour le coup, on vous invite à retourner voir la vidéo sur les 10. Je pense qu'on va attendre la fin, par exemple, moi, pour vraiment parler aussi de l'importance de l'école. Parce que et là, pour le coup, ça va rejoindre, en fait, malheureusement, le cas de tous ces enfants qui, encore aujourd'hui, se font refouler pour aller à l'école. Le collège. Sauf si il y a quelque chose sur lequel Vas-y, tu veux non, non, rebondir. Non? ça me convient, j'aime bien. Au petit T'aimes bien? post-it. Ouais, j'aime Ok. bien. Ça m'a... 20 secondes. 20 secondes, Ouais, 20 ça tient du génie. Hein. C'est, le collège, par contre, alors le collège, généralement, en fait, ce que j'explique aux enfants et aux parents, la plupart du temps, c'est la période la plus difficile, en fait, pour tout le monde, que ce soit pour l'enfant que pour les parents. Parce que bah, collège égale adolescence, Plein d'enseignants différents. plein d'enseignants différents, donc de nouveau, en fait, il va falloir s'adapter à un mode de fonctionnement qui va être encore différent. Collège rime avec zéro bienveillance. On est la plupart du temps en guerre avec tout le monde, que ce soit les camarades de classe que les profs, parce que bah, du coup les profs ils ont tous leur façon de faire aussi. Et ça ne correspond pas forcément au profil de l'enfant. Donc le collège, la plupart du temps, c'est la période quand même la plus difficile. Et en même temps, C'est au collège où tous les parents sont, tu te rappelles à la réunion, Madame Machin veut un cahier à spirale petit carreau. Monsieur Truc veut un cahier C'est sans ça. spirale grand carreau. Tu dis, putain, et les parents ils sont tous en train ils sont en PLS avec la liste des machins. Et le gamin doit changer de méthodologie pour Ah mais chaque oui, enseignant, courir et surtout ça te demande une concentration phénoménale par rapport au primaire. ouais, ne serait-ce que nous, là, aujourd'hui, à 30 ans, est-ce que, tu vois, on pourrait faire ça comme ça? Chaque heure, devoir changer absolument de... Donc voilà, il faut partir du principe que c'est sûr, c'est compliqué. Alors, on dénigre jamais l'école, hein. Moi, ça c'est pareil, du coup, ça c'est un discours que j'ai par rapport aux parents, c'est que je dis, combien même l'école soit un peu dure d'oreille et ne saute pas, enfin, ne prend pas le temps et ne fournit pas l'effort pour bien comprendre l'enfant, il ne faut jamais en fait aller comment dire dans ce discours où on va faire comprendre à l'enfant que ouais, mais l'école de toute façon c'est nul, là de toute façon tel prof il est débile, ça sert strictement à rien ce qu'il t'a demandé de faire. Pourquoi? Parce que de toute façon chaque année en fait il va changer de prof. Et puis le but c'est pas non plus de dégoûter l'enfant de l'école. Certes on peut tomber sur un prof qui bon voilà a sa propre façon de fonctionner, qui peut être extrêmement original, mais c'est pas pour autant que voilà, il représente l'éducation nationale à lui seul. Mais bon, quoi qu'il en soit, donc collège, c'est la période la plus difficile. C'est la période où on va avoir du coup une poussée de débordement au niveau du comportement. Bavardage, retard, bagarre, insolence, il sèche les cours, il a un comportement inadapté vis-à-vis des personnes du sexe opposé ou alors du même sexe. On se rend compte lorsque du coup on creuse un petit peu que bah ouais il a un langage qui ne fait pas forcément super plaisir. Donc collège ça rime avec tout ça. On l'avait dit, hein, je crois, hein. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus difficile finalement pour les jeunes de faire leur adolescence tranquillement que lorsque c'était le cas pour nous. Eh ben, Donc, on n'avait il y pas a de ça Instagram, 15 on ans. n'avait pas tout ça. Maintenant, ceci dit, quand moi j'étais au collège, C'est-à-dire il y a 10 ans. il y a moins 5 ans, il y avait déjà cette obligation, alors ça rappellera à certaines personnes le truc Wakiki, le truc Chevignon, le truc machin, et c'était Ah déjà oui. la guerre des marques Ben avec oui. des groupes très clairement formés au collège, hein, où si t'es pas habillé d'une certaine façon, d'office t'es ostracisé. Maintenant, bon, tous les 10 ans, t'as un nouveau truc. Maintenant, c'est sûr que c'est un peu plus violent avec Instagram, Facebook, un truc qui s'appelle TikTok maintenant, j'ai cru Oui, entendre. oui, Ouais. oui. Donc en fait, les choses ne font que se répéter. Comment tu fais genre, tu Tu as connais vu? pas alors qu'en J'ai fait, révisé t'es avant. à fond, ouais. Sauf qu'à l'époque, il y a 15 ans ou 20 ans, tu pouvais être détesté par 3 personnes. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tu es détesté par des centaines de personnes en quelques secondes. Donc c'est devenu clairement beaucoup plus violent. Ça, on en parlera justement du harcèlement en fait, qui finalement est pire en fait aujourd'hui parce qu'il continue même en dehors des murs de l'établissement scolaire. Tu parlais des marques. Et effectivement, en fait, ce qui va avec le collège, c'est que malheureusement,
la différence là pour le coup va attirer, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Exactement. Tu as un bouton à tel endroit, tu as telle coupe de cheveux, tu as une tache ici, tu zozotes, tu as je sais pas quelle chaussure qui date d'il y a 10 ans. Donc tout de suite, en fait, on va mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et après, bah, derrière, qu'est-ce qui se passe? Soit, donc encore une fois, il va y avoir isolement, donc l'enfant va intérioriser tout ça et aura du mal en fait à se défendre, ou alors l'enfant va avoir des comportements totalement inadaptés, soit devant les parents, et limite heureusement si c'est fait devant les parents, ou alors malheureusement bah, tout seul, et là pour le coup ça peut être extrêmement dangereux. Là pour le coup l'idéal en fait c'est peu importe finalement, peu importe ce que l'enfant en fait vous dit, les parents, selon moi en tout cas, ils doivent un minimum quand même investiguer le quotidien de l'enfant. Peu importe, si l'enfant il vous dit mais tout est génial, aujourd'hui j'ai joué avec machin, 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 haha, on a parlé de ça, ouais, du coup je vais les voir vendredi soir, on investigue quand même. Parce que lorsqu'on est face à un ado, c'est la réalité, on n'est pas sûr que ce soit vrai à 100%. Et en fait, il faut aussi l'accepter que ce ne soit pas forcément vrai à 100%. Et c'est là où pour le coup ça peut être un petit peu plus difficile finalement pour les ados d'aujourd'hui, parce qu'un ado aujourd'hui, bah, il peut rien vous cacher. Il peut rien cacher. Il n'a même pas encore eu le temps d'éventuellement réfléchir sur la bêtise qu'il aurait pu faire, que tout de suite déjà les parents ils ont reçu une notif comme quoi l'enfant il a séché tel cours, l'enfant il a eu bavardage, l'enfant il va avoir l'heure de colle. Alors que nous on avait encore le temps de réfléchir à une excuse, à une histoire, est-ce qu'on va le dire à nos parents, est-ce qu'on va pas le dire, peut-être que du coup on va signer à leur place, ils vont Non, moi, je l'école faisais va pas rien ça. savoir. Non, moi, j'ai pas eu les problèmes que tu as eu. Ah non mais moi je ne les ai pas eu non plus, j'ai Ouais, toujours, enfin, j'ai toujours eu 20 sur 20 j'ai la chemise camouflage, là, ça en dit long. en guerre contre les... Donc c'est pour ça qu'il faut aussi accepter. Ça veut dire que voilà, évidemment, c'est sûr que ça ne fait pas plaisir lorsqu'on apprend que l'enfant nous ment. Évidemment que ça ne fait pas plaisir lorsqu'on reçoit une notif du collège. Oui, l'enfant a eu tel mauvais comportement, par exemple, en classe. Mais en même temps, il faut accepter que la personne qui est en face de nous, c'est un être humain de 14 ans et qu'il a le droit de croire qu'il peut éventuellement nous tromper. C'est normal, ça fait partie de l'adolescence. Ouais. Il grandit et ça fait partie aussi de la confiance en soi. Parce que lui, il a quand même besoin de se sentir un petit peu plus rusé, un peu plus malin que éventuellement ses parents ou d'autres, ou par exemple les profs. Est-ce que les autres adolescents du collège exigent aussi de lui? Bien sûr, bien sûr. Et encore là, je parle d'un enfant, mais encore une fois, là par exemple, un enfant lambda neurotypique. Je parle même pas d'un enfant à besoin spécifique. Lui, pour le coup, vraiment, en fait, il aurait réellement besoin de croire ça. Donc voilà, on fait attention à ça. Le harcèlement, c'est vrai qu'en fait, on peut en parler effectivement. Et d'où justement, pour éviter en fait un maximum les problèmes de harcèlement, il faut absolument investiguer le quotidien de l'enfant. Alors, on ne va pas fouiner. Ça, par exemple, tu vois, il y a certains parents qui vont absolument aller regarder dans les SMS de l'enfant. Aller regarder qu'est-ce que l'enfant il a liké ou pas, par exemple sur Instagram ou sur Facebook ou sur je ne sais quoi. Je fais genre je ne sais quoi comme si ça ne me regardait pas. Perso, je suis pas trop favorable à ça. Parce que, encore une fois, Plus tu fouilles, plus le gamin cachera. ça. Et puis en fait, il faut accepter que l'enfant ne soit pas le même devant vous que lorsqu'il est avec ses potes. Mais de toute façon, de manière générale, un adolescent, quand il sent qu'il y a une intrusion des parents, il leur fera encore moins confiance le jour où il y aura un vrai problème. Donc il vaut mieux en effet ne pas du tout être intrusif, maintenir le rapport de confiance et voir l'enfant justement venir quand il Oui. en a besoin. Et c'est là où vous maintenez la relation de confiance avec votre enfant. Et ça, je pense que tous les parents, en fait, finalement, veulent absolument préserver ça. Et juste par rapport, en fait, aux profs, c'est que, donc, comme tu l'as dit, oui, il y a du coup beaucoup plus de profs. Chacun a sa propre façon de faire. On essaye vraiment, encore une fois, de maintenir une bonne qualité de communication avec tous les profs. Si vous sentez qu'il y a un prof qui est un peu buté, qui ne veut pas vraiment comprendre finalement ce que vous voulez lui apporter, à ce moment-là, il va falloir en discuter, par exemple, avec le CPE. Je sais très bien que pour beaucoup de parents, je le sais très bien parce que du coup tous les jours forcément je suis avec les parents et j'échange aussi avec les écoles. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui se sentent pas compris, pas entendus, mais même pour le coup même pas respectés lorsqu'ils doivent échanger, lorsqu'ils doivent discuter avec l'école. Je vous comprends en fait à 200%. Je pense qu'on vous comprend en fait à 200% parce que oui, c'est vrai,
et ça du coup c'est mon avis perso, l'éducation nationale c'est une vieille école qui est totalement fermée, et plus ça va, et c'est vraiment de pire en pire. Mais quoi qu'il en soit, on est tous normalement dans l'intérêt de l'enfant. Donc il vaut mieux pour l'enfant lui-même qu'au moins en fait on garde une bonne qualité de communication avec le corps enseignant. Donc bien sûr, il y a des recours qui existent. Bien sûr, on peut aller alerter par exemple l'inspecteur d'académie, on peut aller voir le recteur. Tout ça, on le sait très bien, mais on ne dégaine pas tout de suite forcément ces cartes-là. Parce que là, tout de suite, égale, vous en tant que prof, c'est pas bon ce que vous faites, moi je fais appel tout de suite en fait à vos supérieurs. Et surtout parce qu'il faut garder en tête que les enseignants ne sont pas formés à tous ces problèmes-là. Non, Ils ne non, savent non, pas non. ce que c'est que la dépression, ils ne savent pas ce que c'est que les automutilations, les 10 et compagnie. Alors la vérité c'est que moi je voulais Ah, tu veux dire? tirer. C'est que moi je voulais tirer là du coup sur les enseignants, et toi tu Ah. m'as dit justement non en fait, Oui. et les membres du staff également, parce qu'encore une fois vous ne le voyez pas mais il y a au moins 10 personnes derrière la caméra. Également du coup m'ont invité en fait à ne pas forcément dire du mal entre guillemets, en tout cas ne pas généraliser voilà les enseignants. Mais parce que toute la journée dans ton bureau, tu vois comme la SNCF que les trains qui arrivent en retard. Sauf Je que sais. tu as plein d'enseignants. C'est Et moi, sûr. j'ai des amis enseignants qui bouquinent sur les 10, qui bouquinent sur plein de trucs et qui parfois aussi Et je suis ont entouré de l'interdiction plein- de garder l'enfant plus de 5 minutes. Tu vois, donc c'est super compliqué. Tu as des profs qui sautent d'endroit en endroit. Donc, Eux-mêmes en en fait, fait sont otages de l'éducation nationale. bah bien À mes sûr, yeux. parce que Ouais. parce que comme toute structure, mais comme l'hôpital, Oui, la oui. structure est monolithique. Oui. Donc tu as des enseignants qui ont vraiment à cœur de... Puis surtout, tu as des enseignants qui ont des enfants malades aussi. Mais dans notre métier, on voit tous les enfants qui ont des difficultés et tous les parents qui se sont cassés les dents. Mais tu as aussi plein de parents qui ne nous en parlent pas parce que justement, ça s'est très bien passé. Moi, j'ai aussi des parents qui m'ont dit qu'ils ont été très très bien reçus par la direction et les enseignants et qu'il y a une vraie concertation. Donc, à nouveau, c'est comme dans tout. Il y a des gens compliqués, des gens beaucoup plus Et c'est pour ça qu'on salue, compréhensifs. c'est pour ça qu'on salue du coup tous les enseignants qui finalement ont à cœur de vouloir voilà, s'intéresser, s'informer, se sensibiliser par rapport aux besoins spécifiques des enfants, qui se renseignent par rapport au handicap, et ont à cœur de vouloir accompagner vraiment au mieux l'ensemble des enfants, l'ensemble des élèves. Et oui, on sait très bien que c'est extrêmement compliqué aussi pour pour les enseignants de devoir gérer une classe de 30 élèves qui font avec les moyens du bord, que c'est vraiment difficile. Eux, pour le coup, vraiment, on les salue. Et les autres, on les invite à faire de même, à ne pas hésiter, voilà, à prendre du temps pour s'informer, pour essayer du mieux qu'ils le peuvent d'accompagner l'ensemble des enfants. Parce que la réalité, c'est que voilà, encore aujourd'hui, malheureusement, on a des enfants qui finalement en fait n'ont pas accès, hein, ne vont pas en fait à l'école. Pourquoi? Parce que l'enseignant va dire votre enfant n'a rien à faire en fait à l'école. L'enfant n'a rien à faire dans ma classe. Il faut que l'enfant aille en structure. Où les par enseignants exemple. sont OK, mais c'est le directeur qui n'a pas envie de se mouiller et Par qui exemple. éjecte le gamin pour des prétextes fallacieux. Ça, Donc c'est voilà, fou, faut hein. pas hésiter en fait faut pas hésiter à, je sais que c'est terrible, je sais que c'est extrêmement blessant pour les parents, je sais que c'est aussi très 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 dur pour l'enfant lui-même, hein, qui du coup en fait a ce message de rejet de la part de l'école, parce que encore une fois, on garde en tête que l'enfant, s'il n'y a aucun problème, à la base, l'enfant, il a envie d'aller à l'école, il a envie d'apprendre, il a envie de retrouver ses copains, il a envie d'être fier de ce qu'il est capable de montrer, il a envie de rendre fier ses parents, il a envie de rendre fier les enseignants. Donc, s'il n'y a aucun problème, la base, c'est ça. S'il y a quelque chose qui pose problème, c'est que soit ça vient de l'école, c'est pas bon, ou alors c'est que l'enfant présente des difficultés, des troubles, et qu'à ce moment-là, en fait, il va falloir aller creuser pour essayer de trouver, mais qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi l'enfant, finalement, refuse de travailler comme il le faudrait? Après, un autre argument aussi par rapport aux enseignants, c'est que là, on est en train de parler des enseignants, mais parfois tu as des enfants qui sont retirés de l'école, du collège, et qui vont dans des institutions médicalisées où il y a des cours à l'intérieur de la clinique. Oui. Et tu as des enfants qui se heurtent toute la journée à des équipes médicales dont c'est le boulot, qui ne comprennent rien. Rien. Où tu as le médecin sur place qui est furieux contre le médecin de l'extérieur, donc il ne donne pas les médicaments, les parents doivent rentrer, du coup comme les parents interviennent, ce sont des parents toxiques, donc du coup tu te retrouves, enfin c'est un merdier phénoménal, et pourtant ce sont des équipes médicales qui sont censées être formées, donc si les équipes médicales parfois déconnent à fond les ballons, bien évidemment les enseignants ne peuvent pas être plus performants. Non, bien Tu vois, sûr. moi j'ai vu des trucs délirants à l'école, à l'hôpital, parfois c'est délirant. Mais au je vais niveau de dire la un gestion. truc, c'est que tu vois, quand bien même, effectivement, c'est vrai. Du coup,
l'incompréhension en fait peut venir de partout. Cette compréhension peut venir de partout. Sauf que les enfants en tout cas et les parents, je les invite toujours à quand bien même l'enfant puisse présenter des difficultés, on essaie quand même de tendre vers une certaine, désolé du terme, mais normalité. Pourquoi? Parce que en fait on parle aujourd'hui de société inclusive. La réalité c'est qu'elle n'est pas encore là, la société inclusive, et parce que voilà, personne en fait, il y a encore très très peu de gens qui sont réellement sensibilisés en fait au handicap. Donc vous n'avez pas le choix que de malheureusement essayer de réellement tendre vers une normalité pour essayer de vous adapter vous en fait à la norme. L'école, dans l'esprit des gens, tout le monde va à l'école. Tout le monde a des amis, tout le monde a un maître ou une maîtresse, tout le monde va jouer à la récréation. L'hôpital, tout le monde ne va pas forcément à l'hôpital. Donc quand bien même en fait l'enfant il est droit à des cours, c'est vrai, moi-même j'ai vu, en hôpital de jour, les enfants ils ont quand même tous les matins un temps de classe où ils travaillent français, maths, histoire, sciences, et puis après l'après-midi ils ont les soins médicaux plus les prises en charge auprès des paramédicaux. Mais tout le monde ne va pas à l'hôpital. Dans l'esprit des gens, par contre, tout le monde va à l'école. Donc la normalité, normalement, c'est on va à l'école. Donc le fait que l'éducation nationale, en tout cas certains enseignants, se permettent de renvoyer ça, ce message-là en fait, à des enfants, à des parents en disant votre enfant n'a rien à faire ici, alors qu'en plus ils se basent sur rien du tout pour dire ça, ils se basent sur ce que eux-mêmes en fait voient chez l'enfant. Et comme tu l'as dit à juste titre, de toute façon ils ne sont pas formés. Donc en gros, si l'enseignant vous alerte pour éventuellement aller faire un bilan, c'est très bien, ça prouvera que du coup l'enseignant est bienveillant. Si l'enfant vous dit votre enfant n'a rien à faire ici et en fait vous laisse comme ça sans solution, c'est que je ne sais pas à quoi il s'attend. Il s'attend juste à avoir des élèves qui vont avoir 18 sur 20 facilement. Donc on essaie quand même de maintenir une bonne qualité de communication, même si ça peut être extrêmement rageant, mais on essaie quand même de maintenir une bonne qualité de communication avec les enseignants dans l'intérêt de l'enfant. Et pour ça en fait il faut diffuser. Il faut diffuser. Là du coup j'appelle aussi le groupe discussion parents-prof qui diffuse jamais ce que nous on fait, mais bon c'est pas grave. Tant qu'à faire, autant partager. mais tout comme tu vois, tu as des enseignants qui vont avoir des élèves en situation compliquée et qui vont se heurter à des parents qui ne comprennent rien. Et là, il faut le comprendre. Il faut comprendre ça. Et là, tu vas avoir des enseignants qui vont œuvrer avec une patience phénoménale. Je parle aux enfants qui sont victimes de maltraitance, qui sont dans des situations familiales où la mère veut donner des médicaments, le père il veut pas, ça se tape sur la gueule. Enfin, et les enseignants, ils ont parfois, moi je te vois avec des amis qui me racontent des trucs au téléphone, il y a une gamine qui se taillade à la lame de rasoir et l'enseignante, elle met une énergie phénoménale à tenter d'expliquer mais 40 fois de suite aux parents qu'il y a un problème et qu'il faudrait peut-être emmener la gamine chez le psy, tu vois. Donc les enseignants, ils sont aussi de très bonnes compositions face à des familles parfois qui sont complètement dans le refus du diagnostic. Parce que là, on a des gens qui ont un enfant malade et qui ne sont pas dans le déni. Oui. Mais tu as des familles qui sont dans le déni total. Moi, j'ai déjà vu des adolescents qui viennent en métro ou qui sont accompagnés par la nounou. Les parents, je les ai jamais vus de ma vie. C'est-à-dire, si tu convoques pas les parents au téléphone, ils ne viennent pas. Puis tu as les parents qui débarquent, tu dis, mais votre gamine, en fait, elle se taillade le bras jusqu'en haut tous les jours. Ouais, et moi j'ai entendu ce truc un jour. Faites-lui la morale. Une maman qui m'a dit, faites-lui la morale. Et tu te dis, je bois de l'eau, que voilà, tu as des enseignants qui ne comprennent rien parce qu'ils sont obtus. Tu as des enseignants, j'ai plus de voix. Vas-y, bois. Qui sont de bonne composition mais qui ne sont pas formés, mais tout comme tu as des médecins de bonne composition et des psys de bonne composition qui ne sont pas formés, et tu as aussi des parents méga gentils et volontaires et des parents qui ne veulent pas entendre. Et ça, tu l'entends souvent, je pense que les gens qui regardent le Neurolive vont le voir, dans les couples qui sont divorcés, où là, la maladie de l'enfant devient un enjeu pour faire chier l'autre parent. Oui, ça oui. Où tu as un enfant TDAH ou un enfant qui a ce que tu veux, il y en a un des deux qui va voir les médecins et l'autre qui ne veulent pas du tout en entendre parler d'un mec qui va refuser de donner les médicaments. Et tu te dis, mais ça va finir au tribunal. Ou un enfant épileptique, il y a l'un des deux parents qui refuse de lui donner son médicament. Tu te dis, c'est du délire. Tu vois. Donc, en fait, c'est tellement complexe qu'en effet, il faut toujours poser les choses. Il faut se faire accompagner par des référents, l'assistante sociale, par l'UNAFAM, par tout ce que vous voulez, pour avoir le maximum de personnes qui vont faire du relais, qui vont constamment calmer le jeu. Moralité, finalement, en fait, communication. Communication et énormément de patience, même si on en a de patience, patience. De toute façon, on est tous là dans l'intérêt de l'enfant, car c'est lui finalement le principal concerné. Qu'est-ce qui vient après le collège? Le lycée. Le lycée, ça rime avec quoi?
C'est marrant parce que du coup, toi aussi tu l'avais mis, hein, pression. Ouais. Mais moi, j'avais fait son PowerPoint. Moi, je fais pas des choses dégueulasses, jeune homme. Pour moi, lycée égale pression. Pourquoi? Parce que bah, y a les enjeux, forcément. C'est tu mets un pied en fait en seconde, on te parle déjà du bac. Donc c'est vrai. Ce que tu dois faire plus tard. Est-ce que tu dois faire plus tard? Et à 15 ans, il faut déjà que tu saches que tu vas faire un master. Parcoursup, il faut absolument avoir ton truc, et si t'as pas tes vœux, tu vas rater ta vie. Donc lycée égale pression. Il faut aussi donc accepter ça. Le lycéen, c'est un ado. De toute façon, pour moi, en fait, on reste un ado jusqu'à 25 ans. Donc le lycéen, c'est un ado. Donc oui, il y a des jours, il est super bien, il est en forme. Et le lendemain, il n'est pas en forme. Et c'est normal, c'est un ado. Il faut aussi accepter que... Surtout que je me permets d'ajouter qu'on est pétante au moment du lycée, où au niveau des hormones et du fonctionnement du cerveau, les adolescents, ils sont complètement fracassés. C'est-à-dire que biologiquement, ils ne sont pas des... Non, mais ça, tu sais... Je parle pas de troubles psychiatriques. Je parle là, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois, 1 an, sur le fonctionnement neurologique et hormonal normal. Les adolescents, leur cerveau il est en sur-régime, tout le corps est en effervescence hormonale et les gamins, ils sont perpétuellement avachis. Et en fait, ils ont essayé de comprendre pourquoi les adolescents sont avachis. Ils sont avachis parce que biologiquement, le corps en fait, a tellement de fatigue. Ouais, il fatigue. Donc, ils ont 30 heures de cours et en plus, physiologiquement, le cerveau est en pleine construction. Ce qu'on n'a pas au collège. Non. Donc, au lycée, les pauvres. Plus de travail, plus de pression. Les parents qui sont sous pression du lycée parce que Parcoursup, et si pas Parcoursup, fini. Et en plus, les gamins derrière, ils sont claqués parce que leur cerveau est en pleine construction. Donc, c'est la pire période. Ça, envie d'indépendance, parce que bah voilà, on a 16, 17 ans, on a envie d'être tranquille, on n'a plus envie d'avoir les parents sur le dos. En même temps, on se rend bien compte que bah on peut pas non plus tout faire tout seul, hein, parce que bah justement on n'a que 16 ou 17 ans et qu'on dépend encore heureusement des parents. Plus donc le nombre d'heures de cours, plus les oraux, les DST à préparer. Pour ceux et celles qui arrivent, et encore c'est tellement rare, qui arrivent en fait à maintenir une activité en dehors des cours, parce que la plupart du temps en fait voilà, on fait tel sport jusqu'en troisième et puis après c'est bon, on arrête parce qu'il y a plus de temps quoi, donc sauf le dimanche. Donc devoir gérer tout ça, plus tout ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau des émotions, les histoires de cœur, tout ça c'est quand même assez compliqué en fait à gérer. Donc il faut accepter que déjà l'ado il a besoin de temps, il a besoin d'espace. On n'est pas là pour en plus lui rajouter tout plein de choses. Il est grand, on va dire qu'il grandit. On peut effectivement lui montrer qu'on lui fait confiance, en lui confiant éventuellement telle ou telle responsabilité, mais ce n'est pas forcément imposé. C'est-à-dire que si, je sais pas moi, il a 17 ans, vous avez un repas de famille, et que clairement là, ça le saoule de devoir absolument participer à ce repas de famille, franchement, il a 17 ans. Il faut comprendre qu'il y a peut-être d'autres priorités, lui, dans sa vie. Et que là, pour le coup, à 17 ans, le repas de famille, il s'en fiche un petit peu, en fait. C'est pas un manque de respect. Hein. C'est pas comme, d'ailleurs, je sais même plus où est-ce que je l'avais dit. Si, par exemple, en gros, il prend ses parents juste pour un porte-monnaie ou pour un carnet de chèques, c'est pas forcément, en fait, un manque de respect. Évidemment, on veut pas qu'il soit vulgaire vis-à-vis des parents. On ne veut pas qu'il abuse méchamment de la gentillesse des parents. Par contre, oui, lui, sa vie au lycéen, c'est ce qui se passe en dehors de la maison. C'est ce qui se passe avec ses potes, c'est l'image qu'il renvoie sur les réseaux sociaux, c'est les activités éventuellement qu'il pourrait faire avec ses potes tel ou tel soir de week-end. C'est pas forcément en fait ce qui se passe à la maison. Donc il faut aussi accepter que bah voilà, il vient vous voir, il vient vous solliciter parce que oui, il y a des choses à manger dans le frigo, parce que oui, il voudrait se payer ça, mais qu'il n'a pas forcément les moyens avec son argent de poche, et que bah voilà, ça tourne aussi que autour de ça, parfois, certains sujets de discussion. D'ailleurs, je permets de faire une parenthèse, s'il y avait un peu plus souvent des pommes de terre noisettes lors des repas familiaux, les adolescents iraient un petit peu plus souvent. Pourquoi ce soir on fait pas pommes noisettes? On peut faire des pommes noisettes. Ouais. Parce que nous là, le dîner, il faut savoir mais comme ça. Hein. Ah, il nous est passé sous le pied. Ah mais comme ça. Là on vient de nous dire, on va dire les polices pas. Comme ça. On n'a pas de dîner. On prend pommes de terre noisettes. Et on boit de l'eau. On boit de l'eau. Enfin, donc oui, c'est important de lâcher la bride à l'enfant. Alors, je voudrais. Vas-y, avant que tu l'oublies. C'est juste que, alors l'enfant peut-être qu'en fait il peut venir juste vers vous pour ses propres intérêts, enfin l'ado va venir vers vous juste pour ses propres intérêts, et en même temps les parents aussi parfois il faut qu'ils fassent attention parce que finalement les seuls sujets de discussion qu'ils ont avec l'enfant c'est t'as eu quelle note, et ça tu l'as révisé ou pas, et ça du coup est-ce que tu l'as préparé ou pas, est-ce que tu as eu le temps de discuter avec tes profs ou pas. Donc finalement en fait tous les sujets de discussion aussi ne tournent qu'autour de la scolarité, et ça parfois
Et ça, c'est vrai qu'il y a certains enfants en fait, qui vont interpréter ça comme ça, c'est que en gros, si j'avais pas de bonnes notes, mes parents m'aimeraient pas. Tu sais, il y a beaucoup d'ados en fait, finalement, qui enregistrent ce message-là. Ils m'aiment que parce que en fait, j'ai des bonnes notes. Ou en fait, en gros, ils s'intéressent à moi juste par rapport à la scolarité. Donc voilà, on essaie quand même de maintenir complicité, encore une fois, une bonne qualité de communication, un bon rapport de confiance, mais sans être forcément sur le dos de l'ado. Et ce qui est compliqué avec le lycéen, parce qu'en fait, à l'école primaire, le gamin, il est encore très collé à ses parents. Et il va se faire des amis, mais il n'y a pas encore trop de conflits d'autorité. Collège, ça commence à monter, comme tu l'as dit. Et le lycée, clairement, dans la construction identitaire, on est sur la période, on est à cheval entre l'enfance et l'adolescence. L'ado, il est encore très gamin, donc il a besoin d'avoir ses parents derrière, en sécurité. Mais comme il commence à devenir un adulte, il a des velléités d'autonomie. Et la façon de jouer sur les deux tableaux est très compliquée pour les parents. Il y a des parents qui diront, mais excusez-moi, si je lâche la bride, clairement, il va se mettre en danger. Oui, mais en même temps, il faut lui faire confiance. Et il y a une façon de lui dire, je pense que ça n'est pas une bonne idée, mais je te fais confiance. Et ce truc très touchy de l'adolescence, il y a un auteur que j'adore qui est Xavier Pomeroy. Xavier Pomeroy, il a créé énormément sur l'adolescent qui se met en danger, sur les scarifications de l'adolescence, la joie ado en vrille, la façon dont les images modifient complètement la façon dont les adolescents veulent exister. Lisez du Xavier Pomeroy. Ce mec, il écrit en 200 pages. Moi, j'ai jamais aussi bien compris qu'avec du Pomeroy. Okay. Et quand les parents sont un peu paumés, je leur dis achetez les bouquins de Pomeroy, vous allez comprendre cette notion d'oscillation entre besoin de sécurisation, besoin d'indépendance. Je dois être derrière ton dos, je dois te faire confiance. Et si tout le monde, et quand on arrive à comprendre ces recettes-là, clairement, ça fonctionne beaucoup mieux. Oui. Alors du coup, il faut aussi accepter que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça veut dire qu'en fait, si... Surtout s'il est en opposition, c'est parti pour des mois de test. Donc, c'est ça. Et en fait, en gros, s'il était dans l'opposition jusqu'à ses 17 ans, c'est pas aujourd'hui, en fait, à 17 ans qu'il va se dire « Ah bah là, maintenant, je vais écouter mes parents ». Parce que là, les parents, en fait, ont décidé d'avoir un petit peu plus d'autorité face à l'enfant. Je vais te laisser continuer parce que je sais qu'on est pris par le temps. Ouais. Alors, on a 15 minutes. Mais après, je vais finir avec un petit message. Cher Gabriel Raffi, vous avez donc présenté la rentrée scolaire selon les différentes étapes on a qu'une heure, malheureusement. Moi, je voulais prendre un autre aspect, c'est qu'est-ce que j'ai moi comme enfant qui vient en ce moment avec la rentrée scolaire. Eh ben, le planning, tu sais, les enfants, tu les vois débarquer en septembre-octobre et après tu les vois plus. Donc en fait, si ça se passe bien en septembre, c'est ok. Si septembre est foiré, généralement octobre est foiré. Et là, qu'est-ce que je vois débarquer? Je vois débarquer tous les phobiques sociaux. C'est-à-dire ces enfants un peu timides, qui étaient timides en primaire, qui commencent à devenir de plus en plus timides au collège et qui développent une vraie phobie sociale, c'est-à-dire une timidité excessive et handicapante au lycée. Et ces gamins, ils voient bien que comme ils n'arrivent pas à parler, ils ont peur de dire des bêtises, ils ont peur qu'on se moque d'eux, en fait, ils n'arrivent pas, dès les premiers jours, à se faire des potes. Non. Et quand les groupes se sont formés, forcément, en octobre, ça devient plus compliqué. Ils se sont mis de côté, les autres ne vont même plus les chercher, et là, c'est foutu. Ça devient un vrai calvaire d'aller à l'école. Donc la timidité excessive ou la timidité un peu, il faut vraiment surveiller. Est-ce que cette timidité, l'enfant arrive à la dépasser ou est-ce que ça va commencer à l'enliser? Il faut faire super gaffe à ça. Mais ça normalement, pardon, du coup, je rebondis aussi, mais normalement, les profs, en tout cas, ils sont censés vraiment faire attention à ça. Et généralement, les 2 premières semaines de cours, c'est pas pour faire attention à ce que l'enfant arrive bien ou pas à, je sais pas moi, rester l'alphabet ou à bien faire ses additions, mais c'est est-ce qu'il arrive ou pas à bien s'intégrer dans sa classe. C'est là où, en fait, où les profs doivent aussi réellement être attentifs. Collège-lycée, pas trop en primaire, mais collège-lycée, on va avoir l'émergence de tous les troubles anxieux type attaque de panique. Le gamin qui a peur de faire une crise d'angoisse en cours, et parfois ce sont des enfants qui se posaient aucune question en juillet-août, et là, rentrée de septembre, boule d'angoisse le matin dans le lit, boule d'angoisse quand ils vont à l'école ou quand on les amène en voiture, et ils vont avoir cette boule d'angoisse permanente toute la journée, avec des scénarios du type, je vais faire une crise d'angoisse, je vais me faire pipi dessus, je vais vomir, on va se moquer de moi, et si j'avais envie de faire pipi, j'avais pas le temps de sortir. Et l'attaque de panique, la crise d'angoisse, elle a toujours un scénario. Le gamin, il vous dit très clairement, j'ai peur de ça. Ça va s'enliser extrêmement vite. Alors il y a des parents qui se serrent la vis en disant non, c'est du caprice, c'est parce que machin, tu continues à aller en cours. Oui, mais là, il y a rupture de confiance. Et des gamins qui, en effet, chez certains, vont se rendre compte que la chose n'arrive pas et vont très vite, un mois après, prendre des bonnes habitudes. Au cabinet, moi je vois plutôt les gamins chez qui c'est foutu rapidement. Un autre truc qui va très souvent arriver comme ça au collège, pas trop à l'école primaire, mais plutôt au collège et lycée, c'est l'apparition des premières dépressions. Alors ça peut paraître très étonnant, mais tu as des gens de 11, 12 ans, 13 ans, 14 ans qui font leur premier épisode dépressif. Parce qu'il y a une génétique qui parfois été présente à minima, et ce sont des gamins parfois qui fonctionnent très bien et qui vont te faire leur première dépression. Et là je le voyais, il y a une petite jeune, elle est arrivée en septembre, une boule d'angoisse, pareil, comme ça, qui va durer la journée entière.
Elle se réveille le matin avec une boule d'angoisse, la boule d'angoisse ne la quitte pas, le soir elle rumine qu'elle va avoir la boule d'angoisse le lendemain, et il n'y a pas de thématique. Elle est juste angoissée, et ça commence à monter, et un matin ça finit en crise de larmes. C'est sa première dépression. Et là, ce que je dis souvent dans les neurolives, je m'adresse aux parents, arrêtez de faire une fixation sur les médicaments. Si le gamin il a besoin de médicaments, vous lui sauvez la peau, lui donnez des médicaments. Moi, je suis psychologue, je ne suis pas psychiatre. Moi, quand je vois un gamin qui n'arrive plus à se lever le matin et qui, du samedi matin jusqu'au dimanche soir, en est malade à l'idée de retourner en cours le lundi matin, bullshit la psychologie. Arrêtons de mettre de la psychologie sur une dépression pure. Non, il y a pas des, là, moi, je ne peux pas discuter les scénarios et les pensées de la personne. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de pensée. C'est une dépression qui est en train de s'installer parce que cet adolescent, dans la biologie de son cerveau, toutes les pathologies sont en train de s'installer. Ce qui est en train de s'installer maintenant, ça va exploser à 20 ou 25 ans. Donc là, les médicaments, parfois, on va faire en sorte que ce ne soit pas la traversée du désert. Donc entre ça va aider à traverser cette situation c'est là où et à tout rendre explose. plus réceptif l'enfant. Et les pédopsychiatres sont blindés, les psychologues sont blindés. Donc attaque de panique, phobie sociale, donc timidité excessive, dépression, ça on va vers le neurolive. Tu vas avoir toutes les pathologies du 10 qui vont bien évidemment augmenter. Ce qui pouvait encore passer entre les mailles du filet à l'école primaire va devenir beaucoup plus compliqué au collège parce que les leçons sont plus grandes, les concepts sont plus compliqués, le gamin il est perpétuellement perturbé et au lycée ça va devenir l'enfer parce qu'en effet il y a le bac, il y a les machins, les dissertations, les F2X et compagnie et tu as toutes ces pathologies là qui vont émerger et ça faut faire super attention. Surtout que les pauvres parents ils sont pas aidés par les psychologues, ils sont pas aidés par les médecins. C'est moi, par exemple, depuis que je te connais, j'ai compris les 10. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Mais pour te dire à quel point, même notre profession, on est à côté de la plaque, je me rappelle d'une dame. Elle me dit, j'ai beaucoup de problèmes avec mon fils. Donc, son fils, il a 16-17 ans. Ça fait des années que ça dure. Elle en parlait à sa thérapeute. Et sa thérapeute, donc c'est un enfant adopté au Vietnam, je crois. Et sa thérapeute lui dit, en fait, le gamin, il inverse des mots. Et la thérapeute a dit, mais en fait, c'est un enfant adopté. C'est pas étonnant. Il est dans le refus de la culture française. C'est-à-dire qu'en fait, dans sa tête, il est dans son identité vietnamienne et il refuse son identité française, peut-être dans un conflit avec vous qui êtes sa mère. Moi, j'écoute ça, je lui dis, excusez-moi, c'est juste très bête ce que je veux dire, mais s'il inverse les mots, il faut peut-être juste faire un bilan neuropsy, peut-être simplement qu'il a une dyslexie ou une dysorthographie. La mère a demandé un bilan, il s'est avéré que c'était bel et bien une dysorthographie ou j'en sais rien, elle a pourri sa psy, et le gamin, il a juste perdu 3 ou 4 ans. Par contre, ça a été conflit permanent tous les jours entre la mère, le père et le gamin. Les profs ne comprenaient rien, ça a été un enfer, le gamin il a perdu confiance en lui, donc là on a eu l'émergence d'une angoisse au niveau de la scolarité et c'était foutu. Donc voilà, on a tapé sur les enseignants, mais là je vais taper aussi sur nous-mêmes, et moi le premier, ce sont des pathologies que je ne maîtrisais pas du tout. On va avoir aussi énormément de problèmes, gros classique, c'est que les adolescents sont constamment sur leur téléphone portable. Et ça, de toute façon, on va faire un neurolive sur les écrans. Avec Johanna, tu avais déjà fait un neurolive avec Johanna? Ouais, mais c'était pas sur cette thématique-là. Mais alors, effectivement, il faudra absolument qu'on fasse. Elle est intraitable sur les écrans. C'est les adolescents qui sont au collège ou au lycée, qui sont jusqu'à 23h, minuit, 1h du matin sur le téléphone. Ah, mes capas, ils m'écrivent, donc je réponds. Avec l'écran à fond les ballons qui flash l'œil, donc qui flash la rétine et qui flash le cerveau il tourne, il ne peut pas s'endormir. Donc le téléphone, entre ceux qui ont des problèmes de concentration, et c'est sûr que tous les 10 qui ont des problèmes de concentration, le téléphone c'est pas une bonne idée, et ceux qui vont se coucher à pas d'heure, si le sommeil n'est pas bon, le gamin ne peut pas assurer sa scolarité. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut à 19h supprimer le téléphone et le couper de toute vie sociale, tout comme il faut interdire la console de jeu. Après une certaine heure je peux comprendre, mais il faut quand même que les gamins puissent bénéficier de la tablette, de l'ordinateur, du téléphone s'il n'y a pas d'excès, et que ça rentre dans un rapport de confiance. Et du coup ça rejoint en fait la thématique finalement ne serait-ce que de la psychologie de l'enfant, où en fait évidemment qu'on ne s'attend pas à ce que l'enfant soit capable de s'autoréguler, parce qu'évidemment en fait qu'il n'est pas capable, et en fait on peut pas lui reprocher. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'on n'attend pas de lui en fait que de lui-même il dise bon là vas-y c'est bon, je mets de côté tout le téléphone, parce que non, il ne sera pas capable et c'est pas grave. Sauf que du coup si vous le mettez dans cette situation là, finalement en fait vous le confrontez à une situation d'échec, et après la conséquence ne peut être que négative, parce que ça va amener à une punition, ça va amener à on te retire le téléphone, ça va amener à un conflit, ça va amener à un manque de confiance parce que l'enfant va vouloir le prendre en cachette. Donc là, pour le coup, oui, à la maison, en tout cas, c'est aux parents et tout de maintenir, et c'est ce qu'on avait dit aussi, pour que voilà, l'enfant après derrière ne soit pas, l'ado ne tombe pas dans un comportement d'opposition, c'est aux parents en fait de maintenir un cadre avec l'enfant. Et on est conscient que c'est pas forcément évident. Mais bon voilà, c'est quand même en fait aux parents du coup de maintenir ce cadre-là. Autorité parentale, c'est ça en fait. Il fallait aussi qu'on passe un neurolive sur l'autorité parentale. Et ce qui est important aussi, c'est la question des rythmes.
l'enfant à l'école primaire, il était drivé par les enseignants. Au collège, il est encore un peu drivé. Au lycée, il est T'es en anglophone ce freestyle. soir, hein. T'as Ah, dit mais, touchy, t'as dit driver là, I, là, je vois. I have in the bilouk. Hein. C'est le gamin au lycée, il est complètement livré à lui-même. Et les parents n'ont pas forcément que ça à faire de le gérer. La question des rythmes, c'est quoi? C'est que il faut l'aider à développer une méthodologie. Et on avait fait un Neurolife sur procrastination, motivation, il faut le reprendre. Il y a 1000 raisons qui peuvent expliquer qu'un adolescent n'arrive pas à travailler le soir, collège ou lycée. Il n'a pas envie, il est fatigué, il est déprimé, il voit pas l'intérêt de tout ça. On lui demande de réfléchir à ce qu'il va faire dans 5 ans. Pour l'instant, c'est strictement rien. Et tout ça, ça va concourir au fait que le gamin, le soir, il n'a pas envie de travailler, il n'a pas de méthodologie. Et en même temps, il a envie de faire du sport, de voir ses amis, de jouer à la bientôt PS5, sais-tu? Tout à fait. Donc, ça, Ouais, je te c'est dirais, important c'est de revenir possible. sur le relève motivation, procrastination pour l'aider à mettre en place des méthodologies de travail et de la structure. Et en effet, si derrière ça fonctionne pas, mais directement il faut aller vers tout ce qui est 10, TDAH et compagnie, parce que le gamin, il a aucune plus-value à se faire engueuler tous les jours. C'est pas difficile. Si ça ne se passe pas comme ça devrait se passer, c'est qu'il y a forcément quelque chose. C'est aussi simple que ça. On n'accuse pas l'enfant de ne pas vouloir travailler juste par flemmardise ou parce qu'il veut vous énerver. C'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. Je vais donner un exemple. Une maman avec un papa qui me ramène un adolescent de 15-16 ans qui en fout pas une. Il en a rien à foutre. Et le gamin, en fait, très belle scolarité à l'école primaire, très belle scolarité au collège, il avait besoin de faire zéro effort. Quand il arrive au lycée, forcément, les cours sont beaucoup plus denses, c'est beaucoup plus compliqué, et là, il s'effondre totalement. Et les parents me disent, oui, faut que je lui donne des coups de pied au cul et compagnie. Puis moi, je dis aux parents, je dis, écoutez, c'est très simple. Soit il est mal éduqué, et c'est votre faute, mais vu que vous lui hurlez dessus tous les jours, je pense pas que ce soit un problème d'éducation, puisque là, vous ne dites pas, on s'en fout, vous lui serrez Non, la vis. ouais. Donc, c'est pas très cohérent avec l'hypothèse qu'il est mal éduqué. Ou simplement, il est possible qu'il soit au potentiel. Et comme il est au potentiel, il n'a développé aucune méthodologie à l'école primaire et au collège, parce qu'en l'écoutant le prof ou en lisant en diagonale, il avait récupéré quand même des notes juste au-dessus de la moyenne. Au lycée, ça marche plus. Et tous les hauts potentiels sont en train de s'effondrer au lycée. Bien sûr. Et moi, plutôt que de réfléchir au fait Oh, que mais c'est maman, mais toujours ouais. un problème d'autorité, Mhm. on peut garder en tête qu'il y a aussi parfois un problème d'autorité. Mais quand un gamin consulte et que les parents viennent en thérapie, je suis désolé, dans la majorité des cas, c'est pas un problème d'autorité. Les problèmes Non, d'autorité, non. tu les vas les voir à l'école primaire Ah ouais. sur justement le chocolat, les psychostimulants, le sucre, Oui. le téléphone. Mais quand tu arrives au lycée, parfois c'est sur un problème que les parents n'ont plus d'autorité parce qu'ils en ont tellement eu que le gamin il est en train de leur filer entre les pattes. Et là, je vous renvoie donc vers les bouquins de Pomeroy. Mais il faut toujours. Tu je renvoies pense- tout le monde vers plein de gens. mais parce vers que, plein de choses, mais hein. parce que tu sais, c'est- c'est une conversation qui est importante, c'est que les parents sont démunis, il n'y a pas d'information. Ils ne peuvent pas passer 10 heures dans Internet, dans Google, Doctissimo et compagnie, à lire tout et son contraire. La dernière fois, j'avais un pote, il avait mal au pied, il va dans Doctissimo, putain, c'était cancer ou crise de goutte. Ouais, Tu te dis, au bout d'un ouais. moment, il ne faut pas aller dans Doctissimo. Mais les parents sont Alors. démunis au niveau de l'information, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir aux bouquins qui ont été écrits. Pomeroy, le mec, ça fait 20 ans qu'il bosse sur l'adolescent impulsif, le suicide de l'adolescent et l'adolescent compliqué. Donc, il est rodé. Tu Mais vois, du il coup, est rodé. lui, il a écrit son bouquin en se basant sur quoi? C'est ça le truc, sur Alors, l'expérience aussi finalement en fait, sur d'autres son parents. expérience, Ça veut dire que effectivement donc les parents sont démunis, c'est vrai, mais vous n'êtes pas seul. Ça aussi, ça c'est super important. Ça veut dire que lorsqu'en fait on est dans une situation, on se dit, bah mince, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Pourquoi moi mon enfant et tout il veut pas travailler? Pourquoi moi mon enfant il pose problème dans sa scolarité? Parce qu'en fait, mais vous êtes loin d'être seul. C'est-à-dire que des enfants où la scolarité est peut-être un petit peu plus difficile, plus complexe, bah il y en a énormément. Et au moins faire un bilan, juste pour être sûr qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est le QI? Est-ce que c'est la dépression? Est-ce Oui. que c'est l'anxiété? Est-ce que c'est un disque quelconque? Juste un bilan, c'est une prise de sang. On fait une prise C'est de ça, sang c'est psy. ça. Et après, si c'est Ça rien veut pas de tout dire que ça, forcément derrière il y a une prise en charge, ouais. effectivement. Et si après C'est c'est rien de tout ça, ok, c'est un problème d'autorité. Mais au moins, c'est une façon de dire au gamin aussi, je te fais confiance sur le fait que peut-être Ouais. ça t'échappe. Tu sais ce que là je suis en train de penser, on aurait dû prendre l'accent mafieux dès le départ. Parce que tu vois, on parle de famille et tout. Tu savais, j'ai un peu d'autorité. Je sais pas, ça m'est venu. Je sais pas faire l'accent, je sais très mal faire l'accent italien. Je sais très bien faire l'accent allemand, vois-tu, mais pas l'accent italien. Et le dernier point que je voulais, dans tout ce que j'ai marqué, et la pression à la réussite dont tu as parlé. Ah, oui, Alors, tout à fait. la pression à la réussite, c'est intéressant parce que moi, je vois des enfants, c'est quand même dingue, des enfants de 6-7 ans qui sont terrifiés à l'idée d'avoir une mauvaise note. Et je me demande toujours d'où ça vient ce truc. Donc, soit il y a des parents qui sont hyper angoissés et qui veulent des bonnes notes, soit les parents sont C'est des les écoles. modèles d'excellence et le gamin, il a peur d'être décevant. Ou alors, tu as aussi l'émergence de troubles anxieux où la scolarité est un prétexte, parfois dans les TOC ou certaines pathologies anxieuses, où la maladie va se foutre derrière la scolarité
Parce qu'en effet, le cerveau n'est pas assez débile pour dire coucou, je suis une pathologie. Elle va se cacher à la scolarité. Donc la réussite à la performance, entre peut-être les parents qui veulent que les enfants réussissent, facteurs culturels, le chômage, les parents qui sont angoissés, le Parcoursup. Tu sais que Parcoursup aujourd'hui, si ça existait, je ne serais pas diplômé. Hein, parce que j'ai eu 10. Alors, voilà. Oh, je fais mon confidence. Vas-y. Confidence, mets la petite musique au piano, Beyoncé. Tu sais combien j'ai eu au bac? 19,5. J'ai eu mon bac à 9,14. Non, j'ai un bac pourri. J'ai eu 10,21 au bac. Mais c'est parce que je méritais mieux que non, parce que attends, on va parler de ma vie un petit peu, ça m'intéresse de parler de ma vie. Prends la tasse. Petit 1 parce que je me suis tapé une très mauvaise note en histoire géo, coefficient 8. Et je me suis tapé 1 ou 2 en philo, coefficient 8. Donc ma moyenne, elle a effondré. Aujourd'hui, avec Parcoursup, je n'aurais pas pu aller à la fac de psycho. Alors que je suis hyper méga connu. Et non, ça pour dire que si là, les parents le savent que Parcoursup c'est devenu compliqué. On en a parlé à la télé, il y a des gamins à 2-3 machins, ils sont expédiés dans une fac de machin qui les intéresse pas. Et tu te dis, donc tu as 15 ans, tu dois cartonner. Là, tu as envie de faire des bisous à la fille qui est à l'autre bout de la claire, tu as envie de fumer avec tes potes, tu as envie de jouer à la PS5, mais fais gaffe, il y a Parcoursup. Et voilà, et tu as le coup près qui va tomber, ou si tu n'es pas excellent, tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Et en même temps, pour que tu saches ce que tu dois faire, tu dois tout de suite réfléchir à qu'est-ce que tu vas faire. Mais franchement, à 15 ans, moi, j'en savais rien ce que je voulais faire. Peut-être mettre du monde, ça j'en suis sûr, j'ai toujours voulu être mettre du monde depuis que je suis tout petit. Mais franchement, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, la pression à la réussite. Aujourd'hui, tout concourt à ce que le gamin il pète un boulon sur cette question d'excellence. Si le gamin il est assez solide, ça va. Si le gamin il est un peu anxieux, un peu dépressif, un peu 10, et que ça a été un peu compliqué les années d'avant à cause des 10, à cause du haut potentiel, à cause de l'anxiété, à cause de la dépression, c'est foutu. C'est foutu. Et il y a aussi, et je mets les parents en garde, les parents qui eux-mêmes ont eu des problèmes de scolarité, qui eux-mêmes parfois ont des métiers qui ne leur plaisent pas, et qui veulent tellement que le gamin soit heureux, qu'ils vont trop pousser derrière. Ils vont trop pousser derrière. Mais tu sais, j'ai souvent été très étonné de voir que les parents les plus compliqués pour ça, ce sont les parents enseignants. C'est la gifle pour des parents médecins, des parents avocats, des parents qui ont un petit peu de thunes, qui ont bien réussi, ou des parents enseignants, c'est la gifle d'avoir un enfant qui ne réussit pas. Et là, ça devient un enjeu d'engueulade permanente. Il faut calmer le jeu. Et peut-être en effet, quand ça fait 10 fois qu'on gueule et 10 fois que ça ne marche pas, on va faire un petit bilan chez le psy pour voir si c'est pas tout simplement un problème de dyslexie, de ce que tu veux, parce que c'est souvent ça. C'est souvent ça. J'ai parlé de tout ce que je voulais dire, et tout ça, ça converge à quoi? Parce que tu mettras les petites photos dans les commentaires. Ça converge au fait que quand on comprend rien, bah le gamin se frite avec les parents se fritent avec l'enseignant se frite. Et en fait, cette incompréhension décuple les troubles anxieux, la dépression, et le fait que le gamin, voyant qu'il n'y arrive pas, perd totalement confiance dans ses capacités à réussir. Donc en fait, ça ne fait qu'amplifier le truc. Et je voulais dire un petit truc aussi qui était intéressant tout à l'heure, c'est que sur la question de la structuration, le sommeil bien réglé et tout, on arrive à la fin. Il faut qu'on dise au revoir à Instagram. Instagram, on a que... Au revoir Instagram, c'est qu'entre le coronavirus où il y a eu les gamins à l'école, plus les 2 mois de vacances et compagnie, le gamin il a perdu totalement le rythme, la structuration et tout. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'il se remette d'attaque tranquillement. On peut continuer sur Facebook. On peut continuer sur Facebook. Et ben bon, voilà. Maintenant, je voudrais dire un autre truc aussi, parce qu'aujourd'hui, on enfonce des portes ouvertes. C'est difficile pour nous, en tant que psychologue et neuropsychologue, de se positionner sur qu'est-ce que c'est qu'une rentrée en cas de coronavirus, parce que ça n'a jamais existé. Donc, moi, j'envie les experts qui passent à la télé, à la radio et compagnie, qui savent déjà ce qu'un enfant doit faire avec la rentrée. La rentrée, c'était quand? C'était il y a 2 jours? 3 jours? Le 7 septembre. C'était il y a 10 jours. Non, le 2, pardon. Ah putain, mais t'es expert ou pas? Non, parce qu'il y a des écoles, qui sont rentrées le 7, c'est pour ça. En gros, ça fait 10 jours que les gamins sont rentrés et il y a déjà des personnes qui savent ce qu'on devrait faire dans le cadre du coronavirus. Moi, j'en sais rien. Ok, je suis psychologue, je suis pas infectiologue, je ne sais strictement pas comment le cerveau d'un individu peut réagir au confinement, au déconfinement et à la rentrée scolaire post-coronavirus. On n'en sait rien, on n'a aucun recul. Donc là, vous allez tous y aller au radar, vous allez faire comme vous pouvez et vous allez simplement noter qu'est-ce qui est en train de se passer, parce que peut-être que ça n'est pas dû au coronavirus, c'est juste que ce contexte est un petit peu stressant et il fait péter ce qui aurait de toute façon pété, peut-être 1 an ou 2 plus tard s'il n'y a pas eu de coronavirus, de machin et compagnie. Mais c'est exactement ça. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et ça rejoint tous les domaines, tous les environnements, n'importe où, parce qu'effectivement on est confronté à une situation nouvelle. Donc on fait effectivement step by step, vu que ce soir on est très... Comment veux-tu donner une opinion sur l'enfant TS1 dans un contexte de coronavirus? C'est parce qu'en fait, ils pensent qu'en fait, en faisant ça, ça peut rassurer éventuellement justement certaines personnes. On ne sait même pas ce qui va se passer dans 2 semaines, on ne sait même pas si on va pas être reconfiné dans 1 mois. Moi, le message que je voulais faire passer, et là pour le coup, c'est... On n'a pas répondu au message.
Mais en fait, on prendra le temps après parce que Ah, ouais, d'accord. c'est plus à destination de l'école. Je pense qu'en fait, il faut absolument se rendre compte à quel point ce que l'école véhicule comme message, c'est important pour tout le monde. C'est important pour le développement de l'enfant, c'est important pour les parents. Donc, à partir du moment où l'école renvoie quelque chose de négatif comme ça à un enfant, à des parents, bah derrière, malheureusement, ça peut amener à des choses vraiment, vraiment dramatiques, à des conséquences réellement négatives. Tout ça parce que c'est l'école qui aura en fait dit non, l'enfant n'a rien à faire dans la classe. L'enfant a des problèmes, l'enfant est débile, l'enfant... là, j'ai eu le cas par exemple, voilà, c'était un petit garçon de 6 ans où l'enseignante en fait a insisté pour que l'enfant écoute que justement il avait pas sa place au sein de l'école. Pas à 6 ans quoi. Après voilà, ça c'était juste le discours d'un seul enseignant. Mais bon, bref, comme moi en fait j'ai forcément tous les jours des parents qui sont, et ils ont tout à fait raison, mécontents de ce que l'éducation nationale peut leur apporter, leur offrir à eux ou à leurs enfants. C'est pour ça aussi que je voulais en profiter pour, voilà, il ne faut pas hésiter en fait à échanger avec l'école. Je sais que c'est difficile, mais il faut quand même, vous en tout cas, faire le nécessaire pour garder un minimum en fait, une bonne qualité de communication, encore une fois, avec l'établissement scolaire. Et encore une fois, vous n'êtes pas seul et vous pouvez aussi vous appuyer sur sur le soutien des professionnels qui encadrent votre enfant. Et toujours penser à tout ce qui est UNAFAM. L'UNAFAM, c'est l'Union nationale de je sais plus quoi, mais en gros, l'UNAFAM a un site internet. Ils sont là pour aider les usagers de la psychiatrie. Donc, ils ont la hotline, ils ont des juristes, ils ont des avocats, ils ont des psychologues pour écouter la demande et vous aider au niveau social. Ils ont aussi des assistantes sociales. Et heureusement que cet organisme existe quand on est complètement perdu. C'est quand même plus pertinent qu'aller farfouiller dans Internet et tomber sur des trucs absolument délirants. Oui, ça c'est vrai. On regarde les questions. On a le temps. Bah ouais, bon, après, même si on... Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Oh, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais regarde les gens. Ouais, mais ça, c'est du blabla, c'est des Mais bonjours, non, c'est des des sonneries. j'adore ton t-shirt, Gabriel Raffi. Non, ça c'est êtes-vous en Stéphanie. Bonjour Stéphanie. ex-militaire, j'adore le poster derrière. Donc, déjà plein de coucou à tous ces gens. Alors, quand une phobie scolaire... Pardon, on lit ensemble. Non, vas-y, je lis moi. Vas-y. Quand une phobie scolaire s'est installée, mais qu'au bout de 3 ans, les maîtresses, etc., disent tout le temps ça va passer, que peut-on faire quand ça passe pas du tout? Eh ben, c'est que simplement elle est installée, c'est qu'elle est devenue chronique. Et si cette phobie scolaire s'est installée et devenue chronique, il faut aller voir un psy pour faire un diagnostic. Parce que phobie scolaire, je vous renvoie au neurologue sur la phobie scolaire. Est-ce que c'est une dépression? Est-ce que c'est une phobie sociale? Est-ce que c'est un terme TOC? phobie Est-ce que scolaire, c'est en un fait, ça veut rien harcèlement? dire. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Et tant qu'on n'a pas de diagnostic, on ne peut pas mettre en place ni les médicaments ni la thérapie. Mais un problème qui dure un mois, je veux bien, qui s'installe sur 3 ans, c'est enraciné. Et non, ça passe pas avec le temps. Il faut une prise en charge. Mon dernier... Alors, hop... Pardon, Mon dernier enfant, j'imagine. Mon dernier enfant, Tessa, est en maternelle et la semaine dernière, les enfants de sa classe l'appelaient dans la cour Lenny le fou. Bien sûr, les maîtresses n'ont entendu que ses cris et c'est lui qui s'est fait réprimander. Donc non, en maternelle, les enfants voient la différence. Oui, ils voient la différence. Mais pas de manière méchante en fait. Ouais, Il n'y a ça, pas en fait. d'intentionnalité de blesser. Par contre, je pense que c'est vraiment très intéressant de rencontrer la direction pour qu'au bout d'un moment, il y ait un passage dans la classe. Ça se fait de plus en plus où on explique la maladie. Et moi, je me rappelle, il y a une maman, elle est intervenue dans sa classe parce que le gamin a un Gilles de la Tourette, mais bien costaud. Et en fait, il y a un gamin qui s'est foutu de la gueule du gosse et tous les autres l'ont repris. C'est-à-dire que la classe entière est de son côté contre le gamin qui l'a harcelé. Mais parce que la maman est intervenue en début d'année, enseignante et compagnie, et quand on fait de la psychoéducation dans la classe, ça règle le problème. Ça règle carrément le problème, ouais. Souvent. L'école à la maison, non? IEF? C'est ça? C'est quoi l'IEF? Et si l'enfant est dans un mal-être, l'IEF... Est-ce que Manon... c'est quoi IEF? On nous dire, ouais, c'est quoi IEF? On continue. Parfois difficile, justement, une formation devrait leur être donnée, car pas facile quand ils comprennent rien. Effectivement, les enseignants ne sont pas formés, mais ils devraient se souvenir sur les guidances extérieures et ne pas continuer dans l'ignorance. Certains enseignants. Moi, en effet, j'ai une copine enseignante qui fait des choses magnifiques, mais qui a systématiquement l'institution derrière qui ne veut pas lui donner les moyens de le faire. Puis de toute façon, un enseignant, il a 5 minutes top chrono pour recevoir l'enfant, et après, il est censé renvoyer à l'infirmière scolaire. C'est l'infirmière scolaire qui, juridiquement, est censée rentrer en conversation avec les parents et compagnie. Mais si l'enseignant n'a pas vu ou que le gamin... Enfin, parfois c'est très compliqué. Entre nous, parfois c'est extrêmement compliqué. On met les aménagements qui permettent...
C'est tellement en fait un vaste sujet, hein, finalement, la rentrée Comment scolaire. faire la différence entre une phobie scolaire et un début de dépression? Il faut aller voir le Neurolive sur la phobie scolaire parce que je rentre un peu dans le détail. Mais la dépression fait. La phobie Dépression scolaire, elle-même, c'est une catégorie qui n'existe pas. Ça a été inventé par les journalistes. C'est un grand fourre-tout dans lequel il y a plein d'autres scénarios. Pression de performance peut-elle être due à un potentiel? Oui. À tout. Anxiété de Notamment- performance, oui, oui. Enfin, après, est-ce qu'une personne qui présente un haut potentiel présente une anxiété de performance? Oui. Maintenant, après, on peut très bien en fait avoir une pression de performance parce que, comme l'a dit Vincent, bah, c'est les parents en fait qui véhiculent ce message-là. Parce que c'est l'école qui véhicule ce message-là. Tu sais, moi, il y a des écoles privées, ils ont un système de classement. L'enfant, il a 7 ans. Et c'est des gens, en fait, voilà, par trimestre, on sait combien il est combien dans sa classe. Combien dans sa classe. Après, je me permets, il y a Que- aussi des enfants au potentiel qui ont des parents au potentiel et les parents veulent absolument leur donner toutes les possibilités. Tu fais du piano, du tai chi chuan, tu Ouais. apprends le grec ancien et le gamin il est complètement sur les rotules parce que toujours les parents disent je ne vois pas pourquoi on ne lui donnerait pas les moyens de réussir. Mais ça, c'est Mais pareil. ça, il faut- ça finit après en tout match aussi. Et ça, c'est pareil, du coup, il y a un Neurolife qui avait été fait avec Emma sur le haut potentiel. Et je pense qu'on va en faire une partie 2 d'ailleurs. Emma, si tu regardes, partie 2. Emma, on pense à toi. Hugues. Hugues. Comment ils font dans Hunger Games? Non, c'est ça. Ça, c'est- Bon courage. On est en train de se rendre compte. Quand il n'y a pas de pression des parents ni des enseignants. Ouais. Ah bah c'est tout. Eh ben voilà, tu vois, tu racontais des gros mythos sur le fait qu'il y avait 25 000 commentaires. Bah alors n'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions. Lâchez vos coms. sur Partagez le Skyblog. également. Y a-t-il d'autres raisons pour l'anxiété de performance? Potentiellement. L'anxiété de performance, ça veut tout dire et ça veut rien dire. L'anxiété de performance, soit la personne est anxieuse, elle a une génétique anxieuse et la thématique c'est la performance, soit la personne a une anxiété de performance dans le cadre de la phobie sociale, elle a peur de rater sa performance et qu'on se moque d'elle, et ça c'est la timidité excessive, mais aussi l'anxiété de performance dans le cadre du perfectionnisme. C'est que la personne a été éduquée dans l'excellence et ça crée une angoisse permanente. Maintenant, quelqu'un qui a des 10, je pense qu'il est tellement en train de patiner dans la semoule tout le temps que n'importe quoi devient une montagne pour lui et ça crée une anxiété. Donc à nouveau, l'anxiété de performance, comme beaucoup de termes journalistiques ou de termes pas clairs, c'est un truc, il y a plein de portes d'entrée, donc des diagnostics différents. Voilà. Bon, on va-